L'armée de terre cuite n'a jamais été une simple décoration de tombeau. C'était une déclaration financière en argile. Des milliers de soldats, de chevaux, de chars, d'armes, d'ateliers, de fours, de routes, d'équipes de travailleurs, de percepteurs d'impôts, et une machine impériale assez puissante pour rassembler tout cela pour un seul souverain décédé. La plupart des gens regardent l'armée de terre cuite et y voient du mystère, de la beauté et une grandeur antique. Ce qu'ils devraient également voir, c'est l'un des exemples les plus anciens et les plus clairs d'un État apprenant à transformer le contrôle en richesse et la richesse en pouvoir à l'échelle d'une civilisation. Les statuts sont ce qui a survécu. L'économie qui les sous-tend est la véritable merveille et le véritable avertissement. Bienvenue chez l'historien de la finance, où l'argent, le pouvoir et l'histoire s'entrechoquent. Et rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Pour comprendre comment le premier empire de Chine a financé une œuvre aussi vaste, il faut remonter à l'époque où l'empire n'existait même pas encore. Bien avant que le premier empereur n'unifie le monde chinois, le territoire était divisé entre des États rivaux engagés dans une compétition impitoyable. Il ne s'agissait pas de polis désaccords dynastiques, c'étaient des luttes âpres et épuisantes pour la terre, la main-d'œuvre, les céréales et la survie. Dans ce monde, l'État de Qin a développé un avantage brutal. Il est devenu meilleur que ses rivaux pour recenser les foyers, assigner des obligations, récompenser le service militaire et briser l'indépendance politique des anciennes familles aristocratiques. Alors que d'autres États conservaient davantage l'ancien ordre féodal, Qin devenait quelque chose de plus dur, de plus froid et de plus moderne dans l'esprit. Il apprenait à percevoir la société comme un système à mesurer, à organiser et à utiliser. Ce fut là la véritable révolution. Qin ne s'est pas élevé parce qu'il était plus aimé. Il s'est élevé parce qu'il était plus discipliné. Ses dirigeants et ses ministres ont bâti un système où la loi était stricte, les punitions sévères, et où la loyauté remontait vers l'État plutôt que de s'éparpiller vers les familles nobles locales. Les terres furent réorganisées, les foyers devinrent plus faciles à recenser, la production agricole plus facile à taxer, les hommes devinrent plus faciles à conscrire. Dès lors qu'un gouvernement peut compter sa population avec précision, il peut l'utiliser plus efficacement. C'est l'une des plus anciennes règles cachées du pouvoir. Au moment où un État s'améliore dans la mesure de sa société, la société découvre généralement qu'elle a été enrôlée dans un projet plus vaste. Au moment où le roi de Qin a conquis les États rivaux et s'est proclamé premier empereur, il n'inventait pas cette machinerie à partir de rien. Il héritait d'un système endurci qui avait déjà passé des générations à apprendre comment transformer l'administration en force. L'unification était la victoire. L'extraction serait le moyen de la pérenniser. L'empereur régnait désormais sur un royaume gigantesque. Mais un tel royaume ne tient pas debout uniquement par le symbolisme. Il doit être taxé, approvisionné, standardisé et surveillé. C'est là que l'histoire financière commence. Car dans le monde antique, l'argent n'était qu'une partie de ce qui finançait un État. Les céréales le finançaient, le travail le finançait, les animaux de trait le finançaient, l'obligation légale le finançait. Un empire puissant ne se contentait pas de collecter des pièces de monnaie, il collectait la soumission. Et c'est ce qui rend l'armée de terre cuite si révélatrice. Elle n'a pas été construite par une société riche dépensant nonchalamment ses excédents dans l'art. Elle a été construite par un État centralisé qui avait appris à convertir des millions de petites obligations en quelques priorités colossales définies par le pouvoir central. Le complexe du mausolée du premier empereur était gigantesque, même selon les normes de l'Antiquité. Ce n'était pas seulement une tombe, c'était un empire souterrain. Des soldats pour garder le souverain, des fonctionnaires pour le servir, des animaux, des armes et des mondes logistiques entiers recréés pour l'au-delà. Le message était clair. Même la mort n'interromprait pas le commandement. Mais derrière ce fantasme de règne éternel se cachait quelque chose de bien plus concret. Des champs taxés, des foyers recensés, des travailleurs mobilisés, des matériaux transportés et une production coordonnée à une échelle que seul un nouvel État impérial pouvait soutenir. La main-d'œuvre à elle seule vous indique à quel type de système vous avez affaire. Les récits anciens décrivent des centaines de milliers de travailleurs mobilisés pour le projet du mausolée sur de nombreuses années. Que le chiffre exact soit parfait n'est même pas le point essentiel. L'important est que la main-d'œuvre était immense, et que seul un gouvernement doté d'une portée extraordinaire pouvait la nourrir,
la superviser et la maintenir en mouvement. Un roi local peut construire un grand tombeau. Un souverain qui commande le pouvoir fiscal et la force de travail d'un empire fraîchement unifié peut construire un monde enfoui. L'armée de terre cuite n'était pas simplement un acte de vanité, c'était la preuve que l'État pouvait convoquer les ressources d'une société et les plier à la vision d'un seul homme. D'où provenaient donc ces ressources? Tout d'abord, de la terre. L'agriculture était le fondement de la puissance impériale, et les paysans portaient une grande partie du fardeau. Les impôts n'étaient pas seulement des revenus abstraits de l'État. C'étaient des céréales, collectées auprès des foyers, des jours de travail exigés par le gouvernement, des corvées de transport et des obligations militaires qui arrachaient les hommes à leur foyer. Quand les gens d'aujourd'hui entendent le mot « impôt », ils imaginent de l'argent quittant un compte bancaire. Dans un empire comme celui de Saint, la fiscalité signifiait que l'État s'immisçait dans la vie quotidienne pour y puiser du temps, des efforts, de la production et des corps. Une famille de paysans ne vivait pas la grandeur impériale comme une ligne dans une chronique. Elle la vivait comme du grain disparu de la réserve, du travail exigé au pire moment possible, et des fils disparaissant dans les armées, les équipes de construction ou les projets de travaux publics. Ce système fut rendu plus efficace par l'un des outils les plus importants de l'empereur, la standardisation. Et la standardisation semble ennuyeuse jusqu'à ce que l'on réalise qu'il s'agit de l'une des plus grandes technologies d'extraction jamais inventées. Le Premier Empire imposa des formes d'écriture communes, des poids et mesures communs, une monnaie commune et des normes de transport communes. Ce n'était pas seulement de la rigueur bureaucratique. Cela rendait le royaume plus facile à gouverner. Une écriture commune permettait aux ordres de circuler plus clairement. Des mesures communes rendaient les impôts et les matériaux plus faciles à calculer. Une monnaie standardisée rendait les échanges plus cohérents. Des routes construites selon des normes uniformes facilitaient le transport à travers les régions conquises. En termes simples, moins de différences locales signifiait moins d'endroits où le pouvoir pouvait se perdre. Et quand le pouvoir cesse de se perdre, il commence généralement à arriver à votre porte plus efficacement. Cela a son importance car l'armée de terre cuite ne fut pas financée uniquement en prenant davantage. Elle fut financée en rendant l'empire plus facile à gérer. Lorsqu'un gouvernement central réduit les frictions, il peut déplacer le grain plus loin, transférer les travailleurs plus rapidement et coordonner la production plus efficacement. Cela crée une véritable capacité étatique. Mais la capacité étatique est moralement neutre. Elle peut construire des routes et réduire les coûts de transaction. Elle peut aussi faciliter la surtaxation, le surmenage et la surconstruction. Le même système capable d'unifier les marchés peut également unifier les fardeaux. Le même État capable d'imposer l'ordre peut aussi imposer l'épuisement. Et puis, il y avait la monnaie. La pièce de monnaie standardisée associée au monde de Qin a contribué à rendre les échanges plus prévisibles à travers des États autrefois séparés. Mais même ici, l'idée n'est pas que l'Empire s'est soudainement mis à fonctionner avec de l'argent liquide au sens moderne du terme. L'idée est que l'unification monétaire a fluidifié l'administration. Elle a aidé à transformer une mosaïque de systèmes régionaux en quelque chose se rapprochant d'un espace économique unique. Cela a rendu l'Empire plus fort. Cela a aussi rendu l'Empire plus extractif. Car une fois que les valeurs, les mesures et les obligations sont plus faciles à comparer, le centre gagne en influence. La standardisation est souvent vendue comme une commodité. Pour les dirigeants, c'est aussi de la visibilité. Et tout ce qu'un État peut voir clairement, il peut généralement le taxer plus efficacement. Mais vient ensuite la vérité la plus dure. L'économie du mausolée n'était pas soutenue par la seule prospérité. Elle était soutenue par la contrainte. Le Premier Empire était célèbre pour ses lois implacables, ses punitions sévères et sa culture administrative impitoyable. Le travail pouvait être exigé par le biais des obligations de corvée. Les condamnés pouvaient être conduits vers les projets de l'État. Des populations entières pouvaient être mobilisées pour des murs, des routes, des palais et des tombeaux. Cela signifiait que l'Empire n'avait pas besoin de s'appuyer sur des salaires libres comme pourrait le faire une économie commerciale ultérieure. Il pouvait commander le travail directement. Il pouvait réduire les coûts non seulement par l'innovation, mais par la coercition. C'est un schéma récurrent dans l'histoire économique. Ce qui semble étonnamment efficace d'en haut dépend souvent du fait que quelqu'un en bas se voit refuser la possibilité de dire non. Et cela aide à expliquer pourquoi l'armée de terre cuite donne toujours une impression troublante.
Elle est magnifique, mais cette beauté est inséparable du système de commandement qui l'a produite. Chaque figure porte les marques d'un travail qualifié, d'ateliers coordonnés, d'artisans spécialisés et d'un processus de production remarquable. Mais rien de tout cela ne s'est produit dans une atmosphère sereine d'épanouissement artistique détaché de l'État. Cela s'est produit à l'intérieur d'un ordre politique capable de contraindre le travail, de réorienter la production et de punir la résistance. Les statuts sont élégantes. Le modèle de financement qui les sous-tendait ne l'était pas. L'armée elle-même révèle à quel point ce modèle était devenu sophistiqué. Il ne s'agissait pas de figures identiques produites à la chaîne sans réflexion. Le projet combinait standardisation et variation. Les corps pouvaient être fabriqués de manière modulaire, assemblés efficacement, puis affinés avec des détails qui donnaient aux différentes figures des traits et des grades distincts. Les armes étaient produites en grande quantité avec une constance impressionnante. Les ateliers devaient coordonner l'argile, le bronze, le bois, le transport, la cuisson, l'assemblage, les finitions et le positionnement. C'est ce qui rend l'armée de terre cuite si importante sur le plan économique. Elle montre un empire naissant fonctionnant un peu comme un système industriel géré par l'État. Pas industriel au sens moderne des combustibles fossiles, bien sûr, mais industriel dans sa logique, coordination centralisée, processus standardisé, production de masse, spécialisation et contrôle qualité. Le tombeau n'était pas seulement un monument, c'était un écosystème de production. Et cela vous en dit beaucoup plus sur le Premier Empire. Le même État qui avait conquis des royaumes rivaux apprenait également à organiser l'effort humain à grande échelle. Il pouvait construire des routes, déplacer des armées, coordonner des lignes d'approvisionnement et diriger les artisans vers une production hautement contrôlée. À bien des égards, ce fut la naissance de l'échelle impériale en Asie de l'Est. Le premier empereur n'a pas simplement hérité d'un vaste territoire. Il lui a imposé un rythme administratif commun. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette dynastie occupe encore une place si importante dans la mémoire historique, malgré sa courte existence. Elle a changé la logique de fonctionnement du pouvoir. Elle a créé un modèle dans lequel le centre s'attendait à commander tout ce qui comptait, la loi, la circulation, l'écriture, les poids, le travail et les travaux publics. Mais c'est aussi là que l'histoire bascule. Car de tels systèmes semblent souvent invincibles juste avant de révéler à quel point ils sont réellement fragiles. Le Premier Empire pouvait coordonner des projets stupéfiants, mais il exigeait énormément des personnes qui lui étaient soumises. Les paysans étaient taxés, les travailleurs étaient mobilisés, les foyers étaient surveillés, des communautés entières supportaient le poids de l'ambition impériale, les accomplissements du souverain étaient réels, mais la pression qui s'accumulait en dessous l'était tout autant. Pour la cour, la standardisation ressemblait à de l'ordre. Pour les campagnes, cela ressemblait souvent à de l'intrusion. Pour l'empereur, le mausolée était une continuité. Pour ceux qui le finançaient, c'était un fardeau. C'est l'une des leçons les plus importantes de l'histoire économique. Un État peut devenir extrêmement doué pour l'extraction sans pour autant devenir durable. En fait, l'extraction peut contribuer à détruire la durabilité si elle dépasse la légitimité. L'État de Qin savait faire avancer les choses. Il pouvait conquérir, codifier, construire, standardiser et contraindre. Mais c'est pas la même chose que de créer un contrat social stable et à long terme. Les gens obéissent différemment lorsqu'ils se sentent gouvernés que lorsqu'ils se sentent moissonnés. Et un système qui s'appuie trop lourdement sur la peur, la punition et des exigences incessantes peut être magnifique à court terme et fragile à long terme. Vous pouvez constater cette fragilité dans ce qui s'est passé après la mort du premier empereur. Malgré l'ampleur de ses réalisations, la dynastie s'est effondrée à une vitesse fulgurante. La rébellion s'est propagée, l'ordre impérial s'est fracturé. En peu de temps, la maison qui avait construit des routes, des murs, des lois, et l'un des plus grands complexes funéraires de l'histoire avait disparu. Cet reniflement-effondrement n'est pas une simple anecdote. C'est le verdict financier et politique sur l'ensemble du modèle. L'Empire avait suffisamment de pouvoir pour construire un État dans l'au-delà en argile, mais pas assez de résilience pour assurer son propre avenir longtemps après la mort de son fondateur. C'est ce que fait souvent la surconcentration. Elle crée des systèmes qui sont d'une force terrifiante tant que le centre tient bon et dangereusement instable dès qu'il vacille. Et ici, l'armée de terre cuite devient plus qu'une merveille archéologique. Elle devient une étude de cas sur la manière dont le pouvoir concentré se finance. Le Premier Empire a puisé des ressources dans l'économie vivante,
les céréales, le travail, les matériaux, la logistique, la loi, et les a convertis en une preuve visible de l'envergure impériale. C'est exactement ce que font les systèmes centralisés forts. Ils prennent l'effort humain dispersé et le transforment en résultat concentré qui glorifie le pouvoir central. Parfois, ces résultats sont pratiques et utiles. Les routes sont importantes. La cohérence administrative est importante. La réduction de la fragmentation peut générer de réels bénéfices. Mais une fois que le centre devient suffisamment puissant, il commence souvent à confondre capacité et sagesse. Il suppose que puisqu'il peut construire, il doit construire. Puisqu'il peut commander, il est justifié de commander davantage. Puisqu'il peut concentrer les ressources, c'est qu'il doit bien les utiliser. L'histoire regorge de régimes qui ont pris la capacité de mobiliser pour une preuve de bon sens. Cette partie devrait vous sembler familière. Les États modernes ne conscrivent pas les paysans pour la construction de tombeaux, mais ils ont des moyens plus subtils de concentrer des millions de petites obligations en une poignée de priorités massives. Ils taxent, empruntent, gonflent les prix, réglementent, standardisent, subventionnent et orientent le crédit. Ils présentent ces outils comme des nécessités techniques, et c'est parfois le cas, mais le schéma est ancien. Les grands systèmes dépendent toujours de la visibilité, de la lisibilité et de la conformité. Ils s'appuient toujours sur la capacité de l'État à rendre la société mesurable. Et une fois que la société est mesurable, il devient plus facile de la réorganiser autour d'objectifs choisis loin au-dessus des personnes qui les financent. Cela peut financer des infrastructures. Cela peut financer la défense. Cela peut aussi financer la vanité, les abus de pouvoir et les erreurs stratégiques enrobées de discours nobles. Les méthodes sont plus sophistiquées aujourd'hui. La tentation est la même. Il y a aussi une leçon plus poignante ici pour les spectateurs qui réfléchissent à l'éducation financière et à la véritable richesse. La véritable richesse n'est pas seulement l'objet final que tout le monde admire, c'est la structure de contrôle qui a rendu cet objet possible. L'armée de terre cuite ressemble à de la richesse. Mais la véritable richesse du Premier Empire résidait dans la capacité de l'État à commander le travail, à standardiser les valeurs, à diriger la production et à extraire des ressources des foyers ordinaires à grande échelle. C'est là que résidaient véritablement l'argent et le pouvoir. Les statuts n'étaient que l'enveloppe visible, et cela reste vrai aujourd'hui. L'actif visible, qu'il s'agisse d'une entreprise géante, d'un fonds souverain, d'une ville étincelante, d'une grande armée, d'un empire technologique, a généralement moins d'importance que le système qu'il sous-tend. Qui contrôle les flux ? Qui peut réduire les coûts en transférant le fardeau ailleurs? Qui peut standardiser? Qui peut contraindre? Qui peut survivre à la facture cachée? Ce sont ces questions qui révèlent où se trouve le véritable pouvoir. Et il y a encore une autre vérité dérangeante. Les plus grands monuments de l'histoire nous en disent souvent moins sur la grandeur d'une civilisation que sur la concentration de l'autorité en son sein. Nous sommes conditionnés à admirer l'envergure. L'envergure ressemble à une preuve d'intelligence, d'ordre ou de destinée. Mais l'envergure peut aussi être la preuve qu'une société est devenue extrêmement facile à utiliser pour le pouvoir central. L'armée de terre cuite est extraordinaire car elle reflète une immense capacité organisationnelle. Elle est également troublante car elle reflète une immense asymétrie. Le désir d'un seul souverain est devenu une priorité continentale. La vision d'une cour est devenue un fardeau réparti sur d'innombrables vies. L'Empire n'a pas demandé si ces gens voulaient financer l'éternité. Il avait tout simplement le pouvoir de les obliger à le faire. C'est là le fil conducteur de cette histoire. L'armée de terre cuite n'a pas été financée par une quelconque abondance magique antique, mais par l'un des premiers grands états de commandement apprenant à convertir la loi en administration, l'administration en extraction et l'extraction en spectacle. Ce même système qui a unifié le royaume l'a également épuisé. Cette même machinerie qui a construit des routes et une monnaie standard a également drainé la main-d'œuvre et les céréales vers des projets d'autoglorification impériale. Ce même empire qui semblait immortel dans l'argile s'est révélé incroyablement mortel en politique. Et c'est la leçon finale. Quand vous regardez l'armée de terre cuite, ne vous demandez pas seulement à quel point l'empire était riche. Demandez-vous à quel point son pouvoir était devenu concentré. Demandez-vous quel genre d'État pouvait convoquer autant de main-d'œuvre, autant de matériaux, autant d'attention administrative et maintenir tout cela en mouvement vers un souverain qui voulait que son autorité survive à la mort elle-même. La réponse n'est pas seulement un empire riche,
C'est un empire qui avait appris à rendre la société lisible, taxable, punissable et productive sur commande. C'est pourquoi les statues ont toujours de l'importance. Ce ne sont pas de simples reliques, ce sont un avertissement sculpté dans l'argile. Les choses les plus impressionnantes qu'un système construit peuvent aussi révéler exactement à quel point ce système est devenu dangereux. L'histoire ne se répète pas, mais si vous ne la comprenez pas, elle vous écrasera tout autant. Si cela vous a donné une nouvelle perspective, abonnez-vous. L'histoire détient les réponses. Je vous montrerai où chercher.